Bonjour tout le monde, je suis désolé, cette vidéo est très en retard. On m'a beaucoup demandé de faire une réaction au trailer de The Green Knight. C'est un film dont j'ai entendu parler déjà un tout petit peu l'année dernière, notamment grâce à Adam Bross, qui a effectivement l'air, au moins graphiquement, particulièrement intéressant et réussi. Je comprends du coup pourquoi vous me demandez de réagir au truc. Le premier teaser, je l'avais déjà regardé directement, donc je me suis dit, faire une vidéo de réaction serait pas très intéressant. Mais là, du coup, la nouvelle bande-annonce, je l'ai pas encore vue, je me la suis maintenu de côté pendant une semaine pour vous faire cette petite vidéo de réaction. Donc, allons-y. On va voir un petit peu les images de The Green Knight, on va voir si ça me branche ou pas, et puis ensuite on fera une petite analyse d'images. Je dois vous dire qu'à l'heure actuelle, je ne connais rien de l'histoire, donc je vais tout découvrir avec la bande-annonce. Donc, allons-y. Friends. Déjà avec un très beau plan. Brothers and sisters. Who can regale me and my queen with some myth? Or tale? Le costume du roi fait... Comment s'appelle ce mec qui peint des trucs dorés partout là? Let one of your knights try to land a blow against me. Indulge me in this game. I will be deep. One year hence. Tu triches. Another year nearly gone already. You must seek him out. Was it not just a game? Perhaps. But it is not complete. You'll find no mercy. No happy end. Why do you stop me? Your doom is at hand. Intéressant. You rest your bones. I'll finish your quest for you. C'est Chaos Reigns dans Antichrist. Chills. And what do you hope to gain from facing all of this? Honor. That is why a knight does what he does. C'est magnifique. Are you ready? Pas mal. Surtout pour Beowulf version version européenne, quoi. Enfin, oui, plus européenne que viking, mais celtique, dirons-nous. Je sais pas si c'est une très bonne distinction, viking et européenne. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quand on dirait la légende du roi Arthur qui rencontre, du coup, Beowulf. Ça a l'air d'être un espèce de soldat ultime qui est particulièrement doué et qui est chargé donc de protéger un royaume et qui manifestement va finir par en obtenir la régence grâce à des exploits qu'il aura accomplis sur les champs de bataille face à ces créatures mystiques. Ça a l'air magnifique. L'univers a l'air absolument ouf. Ça me rappelle un peu, dans ce genre d'univers, ça me rappelle le Blanche-Neige et le Chasseur, qui n'était pas forcément le meilleur film du monde, mais qui, niveau décor et environnement et tout le bordel, était incroyablement beau visuellement. Et là, ça me rappelle ça, mais en plus, il y a un côté plus auteur derrière, qui a l'air plutôt intéressant. Ça donne envie. Ça donne vachement envie. Alors, il n'y a pas de date de sortie à l'heure actuelle, en tout cas en France. Aux États-Unis, c'est donc marqué pour cet été, donc même eux, ils n'ont pas une date précise ancrée en dur, ce qui se comprend vu la situation actuelle. On ne sait pas si cet été, les cinémas vont refermer ou pas, donc pour l'instant, ça reste encore un petit peu trouble, tout ça. Le réalisateur David Lowery est connu principalement pour avoir fait Peter et Elliot le Dragon, le remake du Peter et Elliot le Dragon animé des années 80-90, peut-être même plus tôt que ça, Peter et Elliot le Dragon, c'est peut-être les années 70. Le remake, je l'avais pas spécialement aimé, j'avais eu des trucs qui m'avaient dérangé dedans, mais
c'était plutôt bien réalisé. Il a fait A Ghost Story, je crois que beaucoup de gens adorent ce film, mais alors moi je ne l'ai jamais vu, donc voilà. Et il va réaliser Peter et Wendy, la nouvelle adaptation, qui sortira en 2021. D'ailleurs c'est pas le Wendy tout court, c'est Peter Pan et Wendy. C'est un Disney, c'est ça, il a déjà bossé avec Disney pour Peter et Elliot le Dragon, et il fait avec Disney le nouveau remake de Peter Pan et Wendy. Du coup ça fait presque bizarre du coup d'avoir le réalisateur de Peter et Elliot le Dragon qui fait un film qui a l'air aussi d'avoir autant de gueule et tout, mais franchement ça a l'air ultra intéressant. Alors du coup, lançons-nous dans une petite analyse d'image pour voir un petit peu ce que tout ça nous propose. On commence du coup avec cette magnifique contre-plongée sur un château qui fait presque église, du coup avec ce truc au milieu qui fait presque rosace ou vitrail, truc dans ce genre-là, donc du coup il y a un côté très église, surtout avec ces arches sur les côtés qui sont romaines ou gothiques. Avec cet angle, j'arrive pas à voir si le haut est vraiment en pointe ou si c'est rond. Si c'est rond, c'est romaine, si c'est pointu, c'est gothique. Je vais dire romaine. De cet angle-là, je vais dire romaine. Mais c'est bizarre, il y a un côté qui m'a l'air plus rond, ce côté-là pour vous, et celui-là m'a l'air plus pointu. Bref. Du coup, cette belle contre-plongée qui donne du coup, qui nous fait être complètement dépassés par la taille du château. Comme si nous, en passant par la porte, on levait la tête pour essayer de voir le truc, on se sent du coup dans le point de vue du personnage qui passe la porte, et on se sent du coup dépassé par le bâtiment. Ce côté brume pour donner vraiment la sensation d'éloignement par rapport à l'œil. Si le bâtiment était complètement net partout, il y aurait toujours cette profondeur, ces lignes de fuite qui parcourent du coup la façade, mais avec la brume en plus, ça donne vraiment le sentiment de grandiose, et puis ça met aussi une ambiance très particulière, une ambiance un peu poisseuse, un peu intrigante, un peu sombre, un peu glauque, qui est totalement raccord du coup avec la lumière. Alors déjà la façade du château, elle a l'air recouverte de mousse ou un truc dans ce genre-là, enfin elle a pas l'air tout à fait nickel, ça a pas l'air de la pierre, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et puis du coup cette lumière qui laisse la majorité de la porte, une moitié de la porte dans le noir là. Gothique! C'est une arche gothique! Ouais, c'est bizarre, avec l'angle, ça paraissait moins gothique, mais là c'est gothique. Le plan ressemble énormément au plan du Ciardiano, vous savez, quand il y a Aragorn qui ouvre la double porte. Ce contre-jour avec la lumière qui arrive du ciel derrière lui, donc lui entièrement en silhouette, en ombre, on distingue quasi aucun détail, mais il y a quand même manifestement une petite lumière à l'intérieur pour ramener un peu de détail dans l'ombre, là, pour montrer un peu sa tenue, ses mains, etc. Ce qui m'étonne, c'est que c'est pas très centré, c'est pas très aligné en fait, l'ouverture de la porte est pas très alignée par rapport au reste. Le reste des plans a l'air tellement centré, cadré, etc. que ça me paraît bizarre sur ce plan-là, mais c'est peut-être pour donner un côté plus rustre et terre à terre et pas suresthétisé. Du coup, je sais pas si c'est la première fois qu'on verra le personnage. Si c'est la première fois qu'on le voit, c'est une bonne façon d'introduire un personnage, de l'entourer un peu de mystère quand il arrive. Tu fais en sorte que sa silhouette soit totalement dans l'ombre quand il entre par la porte. C'est quelque chose qui fait sentir le côté imposant du personnage quand il rentre dans la pièce. C'est pas n'importe qui qu'on connaît quand il passe la porte, c'est quelqu'un qui marque un peu. Là c'est pareil, le cachet de cire, il est pas parfaitement aligné pendant sa transition avec le puits qu'on voit ensuite, quoi. Mais c'est une belle transition, et cela dit, c'est un jeu qu'on fait assez régulièrement, faire la transition par rapport à des formes dans le cinéma. Mais ça fait quelque chose d'intéressant. Reste à savoir comment est-ce que ça sera utilisé dans le film, est-ce que il y a un lien entre ce qu'on voit dans cette enveloppe et puis ce qui est dans ce puits, manifestement. Mais ça fait du coup encore une fois des plans qui sont plutôt jolis. Et ce qui est rigolo, c'est que vous voyez ces deux plans là, ce sont deux plans opposés. Il y en a un qui a une plongée sur la feuille et le cachet de cire qui est en dessous, et il y en a un autre qui a une contre-plongée en dessous du puits qui regarde par-dessus. Donc les deux plans se répondent en fait, ils sont tous les deux à des axes complètement opposés. Il y a quelque chose qui est intéressant dans cette transition, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Et on peut voir que la lumière aussi est particulièrement intéressante, assez tamisée. On a vu qu'il y avait un côté un peu brumeux, un peu enfumé, mais il y a aussi une lumière ici qui est assez rasante pour qu'on voit tous les détails du papier autour. Là, le jeu du lens flare qui disparaît pour montrer justement qu'on arrive à quelque chose qui est quasi divin, puisqu'on a du coup ce roi et cette reine qui sont en train de régner sur le truc, et généralement les rois et les reines sont des monarques de droit divin. Donc, la lumière est probablement là pour évoquer le côté divin, la forme du château aussi, qui a un côté très religieux. On voit cette petite lucarne là qui est derrière eux, qui a un côté encore une fois assez religieux, même si c'est peut-être juste l'architecture de l'époque. Pour le coup, les lucarnes des fenêtres ne sont pas gothiques, elles sont romaines. Donc c'est peut-être pour ça que je suis perturbé. Il y a peut-être un mélange des deux. Et puis il y a ce travelling du coup qui nous amène vers les personnages et qui, comme si la caméra était attirée par les personnages, donc ça transcrit encore une fois leur importance. Si je ne m'abuse, faut que j'aille voir quelques plans plus loin. Et je crois qu'on le connaît, ce roi. Je crois que sur cette chaîne, nous connaissons ce roi. On va y revenir un petit peu après quand j'aurai un plan plus sympa sur lui. J'aime beaucoup la lumière ici. Vous voyez, la lumière est pas très forte dans la pièce. Il y a manifestement cette lumière en puits qui arrive au milieu de la salle de cérémonie.
Mais là, du coup, cette lumière qui débarque des petites lucarnes comme seule source de lumière, ça fait quelque chose de très 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 joli. Ça touche les personnages en silhouette avec un petit éclairage de lumière sur ce côté-ci, un petit éclairage sur ce côté-là. Et ça, à l'intérieur d'une ambiance qui est plutôt noire et qui est éclairée à la torche, ça fait vachement ressortir le truc. Et du coup, toute la lumière, avec l'angle des lucarnes, toute la lumière est concentrée sur le couple royal. Donc c'est vachement intéressant en termes d'utilisation du décor et de placement des personnages dans l'espace et de la lumière. Ça permet du coup de faire en sorte que ce soit sur eux que tout soit concentré. À tel point que, vous l'avez peut-être pas remarqué, parce que vous êtes peut-être pas très habitué à la lumière, mais cette lumière est totalement incohérente. Comment voulez-vous que le soleil brille dans les deux lucarnes à cet angle-là qui se croisent comme ça? Le soleil, il est comme ça, ou il est comme ça, mais le soleil il va dans une direction, quoi. Il peut pas éclairer de deux directions en même temps, il est à un endroit le soleil. Donc là, c'est deux lucarnes qui envoient les lumières au même endroit pour que ça se rejoigne sur le Royal Arène, c'est totalement grugé. Je sais pas si vous en rendez compte de ce genre de truc, mais c'est ce genre de petites astuces à la con du cinéma qui fait toute la différence sur le charme et le mysticisme d'une image, la grandiose d'une image. La lumière, c'est vraiment le truc le plus... qui définit le mieux, à mon sens, une image cinématographique. Donc peut-être, du coup, à cause de ce rapport à la religieux ou au monarque, manifestement, avec ses mythes et ses légendes, il doit y avoir quand même un rapport aux divinités. Beaucoup de plans zénithaux vont manifestement être dans le film, c'est pas le premier qu'on voit, on en a eu un sur l'enveloppe là, mais là on a du coup ce plan zénithal sur ces espèces de sorcières qui font je ne sais quel rituel pour faire pousser une plante, et avec du coup ces morceaux de bois qui sont réunis pour faire un cercle et tout le bordel, il y a quelque chose de visuellement particulièrement joli. Et puis au niveau de choix des costumes aussi, ces costumes qui sont bleus et or en même temps, bleu et jaune on va dire, qui sont des couleurs qui clashent bien l'une avec l'autre et qui font quelque chose d'assez joli. Donc là on a l'arrivée du démon dans la pièce, donc on peut voir qu'il y a une très belle opposition de lumière entre les torches qui sont très rouges parce que la lumière est froide et la lumière qui vient de l'extérieur qui est beaucoup plus chaude mais qui donc a une couleur plus froide et s'affiche en bleu. Plus une source de lumière est chaude, plus elle va vers le bleu et le blanc, plus elle est froide, plus elle va vers le jaune, le orange, le rouge. Et ce qui est paradoxal, c'est que donc plus la lumière est chaude, plus la température de la couleur est froide. Parce que plus la lumière est chaude, plus elle est bleue. Alors que moins la lumière est chaude, plus elle est jaune. Donc c'est quelque chose d'assez particulier visuellement, c'est une petite gymnastique à comprendre, mais il y a du coup une très belle opposition entre cette teinte bleutée de la lumière qui vient de l'extérieur en puits au milieu de cette salle de réception, et c'est l'opposition des lumières rouges qui sont émises par les torches qui éclairent la pièce. Ça fait une très belle lumière en douche sur tous les personnages qui va faire des très belles lumières sur eux, on va le voir au fur et à mesure de la bande-annonce. Et puis, on peut voir que le plan est particulièrement bien centré. C'est pour ça que je dis, ça me paraissait bizarre quand l'ouverture de porte dans le premier plan était pas tout à fait centrée. Et là, du coup, ça permet de mettre en opposition directe le roi avec ce démon, cette créature qui rentre dans sa cour pour faire sa déclaration de guerre, ou en tout cas d'intention. Le plan est plutôt joli. Et donc, si je passe au suivant... Firefield Le putain de géologue de Prometheus qui se perd alors que c'est lui qui fait la carte. Je me disais que sa voix me marquait parce que je me suis rendu compte après là, pendant la bande-annonce, mais quand j'ai entendu sa voix, je connais cette voix bizarre de mec qui a fumé trop de clopes et sa voix me disait quelque chose, ça me donnait quelques petits spasmes violents. Donc oui, l'acteur qui joue le roi, c'est l'acteur qui jouait Firefield dans Prometheus. On voit du coup notre cher Dev Patel qui est derrière, là encore avec des lucarnes qui fonctionnent bizarrement, mais c'est les lucarnes de la salle du trône, donc c'est pour ça. Oui, il y a la reine même derrière. Et on peut voir du coup à nouveau un très beau travail de couleurs. Putain, c'est quoi ce peintre qui fait des tenues exactement comme la cape du roi là, puis avec sa couronne en plus, ça s'associe très bien. Comment ça s'appelle, putain? Klimt! Voilà. Comment il s'appelle? Gustav Klimt? C'est ça, Gustav Klimt. Qui est spécialisé dans ce genre de peinture très particulière. Et vous voyez ces motifs là qui sont sur la robe, ça me rappelle énormément ces petits carrés qu'il y a sur la cape du roi. Donc je pense qu'il y a une inspiration de Klimt, du coup, dans ce film. À la différence qu'ici, le roi a une tenue bleue et non pas dorée. Il y a un petit... Enfin, vous voyez, elles sont un petit peu... elles reflètent... les motifs reflètent des trucs, reflètent un peu la lumière. Je pense qu'il y a quand même une inspiration par rapport à ça. Et la couronne, là, elle est géniale. Super design de couronne. Là aussi, il y a un côté divin, roi soleil. Ça fait un peu soleil avec ses rayons un peu partout. Le soleil représente souvent Dieu dans la plupart des religions. Là, du coup, c'est intéressant, vous voyez, comme quand on revient sur ce plan-là, quand la porte est grande ouverte, on a toutes les autres arches qui se dessinent. C'est bien ce qui me semblait, il y a un mélange de romaine et de gothique. Depuis le fond, ça fait gothique, gothique, romain, gothique, gothique, gothique. C'est bizarre.
Il y a un gros mélange de trucs. Mais du coup, la lumière qui arrive par la porte dessine les arches de toutes ces arches, enfin dessine les colonnes de toutes ces arches, plutôt les contours de ces arches. Ça augmente le sentiment de profondeur, alors qu'avant tout était dans l'ombre et ça se voyait beaucoup moins. Donc là aussi un beau travail de la lumière. Le travail de la contre-plongée pour rendre le côté menaçant du méchant, bien évidemment, avec du coup cette lumière un peu bleutée qui va commencer à arriver sur lui en douche. Ça fait du coup que l'ombre tombe totalement sur ses yeux, sur sa bouche, ça le rend particulièrement menaçant parce que tu n'arrives pas à voir certains détails de son visage. Les yeux, c'est le premier truc qu'on remarque chez un humain pour se rassurer, pour le regarder, etc. Donc du coup, si tu les vois pas, ça rajoute un côté maléfique. On a une très belle prothèse, magnifique travail de prothèse pour faire ce démon naturel ou un truc dans ce genre-là. Ça barbe en brindille et tout, c'est magnifique. Et l'armure, pareil, très bien faite, les différentes plaques qui se superposent les unes aux autres, qui la rendent mobile du coup, mais qui permettent aussi à la lumière de faire des jeux intéressants dessus, de plus mettre le truc en avant, alors que s'il y avait juste eu un truc plat, on aurait juste eu des reflets de lumière. Là du coup, avec les ombres qui se projettent les unes sur les autres, la patine qu'il y a sur le métal et tout, ça rend super bien. Et c'est intéressant, on a un retour, la caméra se met en contre-plongée en suivant le personnage de Dev Patel se lever, pour montrer que justement il relève le défi, et c'est un combat entre eux deux du coup, et c'est pour montrer du coup les deux forces qui clashent, et les mettre en avant en les mettant un petit peu en contre-plongée. Et là pour le coup, alors on a aussi un rehaussement de la lumière sur le côté, mais la lumière est quand même plus venant du dessus, puisqu'il est à côté du puits de lumière, et du coup en principe la lumière tombe sur le dessus. Mais du coup si lui aussi, ses yeux étaient cachés, lui aussi aurait un côté menaçant et un côté maléfique. C'est pour ça que lui on rehausse ses yeux et son visage justement pour qu'on le voit un peu plus, et qu'il n'y ait pas ce même effet d'yeux qui disparaissent et qui le rendent un peu menaçant. Lui du coup je sais pas qui c'est, mais petit tatouage intéressant, ça montre que l'univers a l'air d'être bien développé, qu'ils ont tout un tas de petits trucs pour lui donner une personnalité propre, plutôt pas mal. Lui aussi dessiné un peu par la lumière qui vient sur le dessus, mais on voit que la lumière sur lui elle est pas aussi bleutée que pour le reste, donc il doit y avoir un truc soit il est sous une torche, soit il est sous un truc particulier, soit ils ont trouvé que la lumière bleue c'était pas très bien sur lui, mais il a pas exactement la même lumière que les autres. Ici nous avons un joli insert sur l'épée que va probablement utiliser du coup Dev Patel, je crois que c'est lui là qui est en train de la prendre. Dessiné principalement par les reflets sur le manche, parce que vous voyez que la lame elle est complètement dans l'ombre, mais il y a du coup des jeux de lumière, là aussi des jeux de couleurs pour qu'elle ressorte un peu plus. La lame sombre est sur la tenue du roi, qui elle est rehaussée de lumière. On voit qu'il y a une lumière qui arrive du dessous, là sur la main du roi, parce que c'est pas normal que ses doigts soient éclairés comme ça. Donc je sais pas d'où vient cette lumière, mais ça permet à nouveau de découper l'épée. S'il n'y avait pas eu de lumière ici, sa main aurait été complètement sombre, et t'aurais pas pu vraiment faire la distinction entre la lame, le manche et ses doigts eux-mêmes, tu les aurais pas vus. Là pour le coup avec une lumière en dessous, tu les vois plus. Et puis on a ce travail de la profondeur de champ qui, pour concentrer notre attention sur l'épée, resserre le point uniquement sur le manche, la partie la plus importante puisque c'est là que le personnage va récupérer, donc c'est là qu'il faut que l'attention soit concentrée. Là vous voyez encore une fois le côté jouer avec la lumière peut-être un peu divine, le travelling rotatif autour du personnage avec ce halo de lumière là qui débarque du dessus, je sais pas s'il est censé se refléter de la lame de l'épée ou un truc, mais il y a un peu le côté, ça y est, tu obtiens le droit divin, un peu comme s'il avait pris Excalibur et qu'il avait obtenu l'autorisation de Dieu presque pour diriger le monde ou pour se battre contre la créature. Ouais, c'est très beau comme cadrage, très bien centré, et donc vous voyez là pour le coup on voit vraiment le puits de lumière en douche arriver. Avec en plus la poussière et la fumée qui est faite pour que la lumière se dissipe un peu plus dans la pièce et qu'il y ait un côté plus diffus de la lumière. Là aussi il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi est-ce que c'est censé être la lumière du soleil qui arrive par cette ouverture ou ce truc là, enfin, pourquoi est-ce qu'elle est jaune dans le fond et bleue au-dessus? Mais à mon avis c'est pour marquer du coup une opposition entre le méchant et les gentils, quoi, le jaune et du coup le côté positif, et lui le milieu du bleu pour annoncer qu'il est là pour amener la merde, quoi. Et du coup à nouveau la lumière le touche en silhouette. Vous voyez qu'on voit bien ses mains prendre la lumière avec au-dessus et en dessous des reflets de lumière. Je pense que le dessous doit refléter le sol, qui fait remonter un peu de lumière aussi. Alors là, on a une petite succession d'images en flash, donc je vais m'arrêter dessus vite fait. Là, du coup, on voit une ambiance travaillée extrêmement verte. Je sais pas d'où elle vient, je sais pas s'il y a une zone de cet endroit qui a une brume un peu verte qui l'habite. Ça a l'air d'être le démon, non? Cette forme de tête, là, je crois que c'est le démon. Ou c'est peut-être une couronne? Non, c'est le démon. On dirait son truc avec ses branches. Donc je sais pas, c'est peut-être son royaume à lui, d'où il vient. Là, on a donc un très joli plan au ralenti du personnage qui manifestement est sous l'eau, avec toutes ces particules qui sont dans l'eau mais qui sont parfaitement à l'arrêt, et avec cette lumière rouge, cette teinte généralement rouge sur le truc, qui rend quelque chose de particulièrement intéressant. Ensuite, on a ce plan qui est à l'envers du coup. Ah, merci Captain Obvious. Là aussi, une très belle lumière qui travaille uniquement un profil. C'est lui, hein, c'est Dev Patel. Oui, c'est Dev Patel. Peut-être que ça va marquer son ascension au trône, il a l'air d'avoir de l'or dans les mains, c'est peut-être sa couronne, c'est peut-être un truc pour je sais pas quoi. Ou alors c'est quand il va partir faire sa mission, ou une vision prémonitoire, je sais pas. La lumière est un peu bizarre, vous voyez, on a des reflets qui font passer des reflets d'eau sur les colonnes à côté, ou peut-être des reflets dans du métal qui auraient du coup changé les trucs. Je sais pas exactement ce qui se passe là-dedans, là, mais le plan est magnifique encore une fois.
est particulièrement bien centré, intéressant. Les points de fuite, je sais pas ce qu'ils vont donner, je sais pas quel va être le mouvement de caméra, peut-être. C'est peut-être une caméra qui va filmer vers le bas, le filmer en train d'arriver, là, tête en bas, arriver sur le dessus, et ensuite se remettre droite pour le voir arriver jusqu'au trône. Je verrais bien un plan comme ça. Ou une caméra qui tourne sur son axe, comme on a vu dans Loki, par exemple, dans les dernières bandes annonces. Je sais pas, peut-être. Ah, je l'avais pas vu, du coup, en image particulièrement subjective, mais voilà, l'importance de la religion, on a quand même une croix, là, donc ça a l'air d'être une stèle, une sépulture, je sais pas trop quoi. Le plan est particulièrement joli, il y a cette ambiance très jaune, qu'on va retrouver à un autre moment de la bande-annonce, donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il va voir la pierre tombale. Le point qui est totalement concentré sur la pierre, et rien dans le cadre n'est à la même distance de la caméra que la pierre elle-même. Toutes les branches, tout le reste est entièrement au fond, donc du coup on a un très beau découpage entre la pierre bien nette et le fond entièrement flou, avec peut-être même un petit effet de... Il y a certaines lentilles qui ont des petits défauts quand elles font du flou, et tu as l'impression de voir partir en cercle. J'ai l'impression que le flou lui-même est en cercle, enfin je sais pas, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Donc peut-être une lentille un peu spéciale utilisée pour ce plan-là, peut-être un effet spécial, mais j'ai pas l'impression. J'aime bien cet effet, ça a l'air joli. Ou c'est peut-être juste le décor qui est bien organisé pour que tu aies l'impression que ce soit en cercle autour de cette pierre. Enfin, autour de cette croix. Ouais, alors là, je parie sur la vision. On va le voir à un moment dans la bande-annonce, attaché comme ça sous un arbre. Je parie sur la vision d'avenir, l'avertissement prémonitoire, un truc dans ce genre-là. Il y a quelque chose d'assez joli avec l'opposition des lignes. Bon, l'arbre est pas particulièrement droit, mais je pense qu'il a fait exprès. Mais la plupart des arbres sont droits. À peu près toutes les lignes sont comme ça dans le cadre, sauf une qui est le corps, qui est la seule ligne qui soit horizontale. Donc du coup, il y a quelque chose qui rend extrêmement bien, qui fait que le corps se démarque très bien du reste du décor. Et encore une fois, ce travail de la forêt un peu brumeuse et tout, pour donner une ambiance un peu mystique, un peu conte, un peu éthérée. La couronne au sol, plan particulièrement graphique. T'as l'impression que c'est qu'il y a l'accessoiriste qui a laissé tomber la couronne et qu'il y a un mec qui a fait « Ah, on va prendre une photo de quand t'as fait tomber la couronne », parce que les lattes de parquet, là, ça fait moins médiéval et tout. Enfin, je sais pas, c'est un truc qui, à mon sens, fait moins médiéval. Mais on peut voir à nouveau une très belle lumière. On voit une lumière verte, un truc s'appelant le The Green Knight, il y a peut-être une raison. Et puis, ça fait du coup une très belle lumière, parce que la zone de lumière est autour de la couronne. Donc elle se détache assez bien du reste du décor qui est très noir, et puis il y a sa propre ombre projetée, qui marche très très bien aussi. Là c'est pareil, on essaie à nouveau de faire une petite opposition de couleurs intéressante, l'ambiance globale du village est très bleutée, le ciel lui-même, et en même temps on a la petite lanterne et le nuage qui est éclairé par le soleil au-dessus qui sont plutôt orangés, donc à nouveau on mélange du orange et du bleu. Encore une fois une association de couleurs très basique, mais qui marche d'elle-même parce que c'est quelque chose qui est fondamentalement sur la même échelle. Je vous dis, encore une fois, la température d'un objet lumineux, d'une flamme, ça va dans cette échelle-là, quoi. Ça va du rouge au bleu. Donc du coup il y a quelque chose qui... du rouge jaunâtre au bleu. Donc du coup, il y a quelque chose qui vraiment lie ces deux couleurs, cette opposition de couleurs, et ça rend généralement assez bien quand tu les mets en même temps à l'image. Et encore une fois, brume. À nouveau, un plan zénithal, donc on a à nouveau quelque chose qui évoque le côté religieux, ou l'épée de Damoclès, par exemple. Là, sur l'arme qu'a laissé le démon derrière lui, c'était son hache, sa hache à lui, ça. À nouveau, une lumière qui vient du côté, vous voyez qu'il y a un bras qui est beaucoup plus éclairé que l'autre, pour faire une lumière intéressante sur la hache et se concentrer sur ce qui est le plus visuellement intéressant. Important, je veux dire. Oui, là, typiquement, c'est un plan qui est particulièrement centré, donc c'est pour ça que ça me fait bizarre quand la porte d'entrée et la colonne qui est derrière, l'arche qui est derrière, ont pas l'air de bien s'aligner. Il a l'air de vraiment vouloir faire en sorte que les choses soient bien centrées, etc. Ça donne quelque chose de particulièrement esthétique et beau à l'image, généralement quand t'arrives à bien cadrer quelque chose. Et là, encore une fois, on a un encadrement, enfin une présence particulière des lignes verticales qui sont majoritaires dans le plan. Il y a quelques lignes horizontales sur certains des murs qui font des points de fuite, mais c'est majoritairement des lignes verticales. Et du coup, ça permet de très bien distinguer dans ce cadre la forme ronde, la seule forme ronde du cadre. Évidemment, ça attire ton œil parce que c'est la seule forme qui ne correspond pas à tout le reste. Je pense que c'est un bouclier calendrier, un truc dans ce genre-là, ça tourne au fur et à mesure que le danger approche, ou que les 1 an commencent à arriver à leur terme. Et j'aime bien l'opposition des couleurs, encore une fois, on a une ambiance un peu bleutée sur la pierre, on a une ambiance jaunâtre de soleil au-dessus, on a le drap qui est rouge là, en dessous du bouclier, et le bouclier lui-même est blanc, et c'est le truc le plus lumineux de tout le cadre, qui contraste le plus. Donc évidemment, encore une fois, ça nous permet de nous concentrer dessus. C'est censé être Dev Patel, ça?
Parce que si c'est censé être Dev Patel, c'est pas très ressemblant. Là, très joli plan large, pour bien donner une sensation de grandeur et d'espace. On a le personnage qui est minuscule sur le côté avec sa cape rouge pour bien se distinguer par rapport à la muraille qui est bleu-vert. J'arrive pas à voir là si c'est plus bleu, plus vert, plus gris. Je sais pas trop, mais du coup il se distingue vachement avec sa cape rouge. Et je pense même que on a volontairement mis ce plan en hiver pour que, vous voyez, les marches se découpent par elles-mêmes dans le mur, parce que sinon, avec cet angle-là et avec une lumière normale, on n'aurait jamais vu les marches. Mais là, avec le petit liseré blanc de la neige tombée dessus, ça se voit beaucoup plus. Il y a de la neige, hein. J'hallucine pas, je crois qu'il y a de la neige. Et puis du coup, on a une légère contre-plongée pour rendre un côté démesuré qui plane au-dessus de nous pour ce bâtiment. On a pour le coup un plan qui appelle particulièrement au voyage. Cette ouverture de porte qui arrive directement sur un chemin, qui est sur un terrain assez plat pour qu'on le voit vraiment s'étendre au loin et se rejoindre dans une petite ligne. Les montagnes ou les collines qui font le découpage au fond, là, magnifique. Et puis évidemment tourné avec un temps nuageux pour atténuer la lumière, qu'on n'ait pas d'ombre particulièrement marquée, qu'on n'ait pas de lumière trop nette, et qu'on reste du coup dans une ambiance plutôt morose et terne. À nouveau un très beau plan large, le personnage est minuscule mais se distingue bien grâce à sa cape rouge par rapport à l'environnement vert. Vraiment vert, c'est pas comme les murs qui étaient éclairés un peu bizarrement, c'est vraiment vert. Et puis vous voyez jusqu'où s'étend le paysage au loin, quoi. Là c'est très très cinématographique. Également dans la façon de répartir les deux masses d'arbres. Vous voyez, c'est un peu bizarre, il y a genre une masse d'arbres d'un côté, une masse d'arbres de l'autre, et après c'est que du terrain plat et des vallons, des petites pentes et des machins. Avoir réussi à placer ces deux petites forêts sur le côté, ça encadre vraiment le truc, ça donne un côté organisé à cet environnement, alors qu'il est probablement pas du tout en vrai, mais du coup à l'image de la caméra ça a l'air organisé, t'as l'impression que c'est bien découpé et tout. Là du coup on arrive dans cette ambiance très jaunâtre, je suppose que c'est une forêt un peu magique, un peu hantée, un truc un peu particulier. On a encore plus de brume qu'ailleurs, mais ça paraît à peu près logique et normal. Et du coup, cette brume, évidemment, il l'utilise pour aider aussi à distinguer le personnage. Vous voyez que du coup, avec la brume, il n'y a pas de noir absolu derrière lui, alors que ses cheveux, sa barbe, etc. font un noir bouché, un noir complet, un vrai noir très contrastant. Il n'est pas tout à fait noir non plus, il n'est pas aussi noir que les bandes noires qui sont tuées en dessous, mais c'est plus noir que le reste du décor, et du coup ça aide à bien le découper, lui, par rapport au reste, découper son visage, découper sa silhouette avec l'ombre de ses propres vêtements. Par rapport au reste de la brume, etc., ça le fait beaucoup plus ressortir du décor. On peut voir que les mouvements de caméra font un petit peu steadicam, la caméra a l'air de flotter un petit peu quand elle arrive, et il arrive quand même à trouver une façon de faire un truc plus ou moins centré, parce que même si les choses sont pas parallèles, même si les choses se répondent pas en miroir d'un côté du truc, on a deux arbres d'un côté, un seul de l'autre, on a le canoë qui est beaucoup plus du côté de l'arbre qui est seul que du côté des autres, là où l'arbre seul s'arrête, et là où les deux arbres s'arrêtent, ça fait presque à peu près le même cadre, ça dépend, la caméra bouge. Et il arrive plus ou moins à centrer le truc du coup, donc ça rend encore une fois quelque chose d'assez esthétique et intéressant. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'il laisse l'animal uniquement dans le tiers inférieur du cadre, parce que généralement on essaye de centrer ou de mettre aux deux tiers supérieurs les éléments importants, mais là comme c'est un animal et qu'on va le regarder vers le bas pour qu'il y ait quelque chose d'un peu plus naturel, il laisse la caméra en plan plutôt large et notre regard à nous doit aller chercher le renard. Peut-être aussi que dans ce plan on va se concentrer sur le canoë, et que le plan va durer assez longtemps et que d'un seul coup le renard va arriver, le renard va arriver devant la caméra et arrêter du coup le personnage, et du coup il donne l'impression de sortir un peu de nulle part, et donc il est placé un peu là où il est naturel qu'il soit dans le cadre, quoi. Mais je trouve ça intéressant qu'il soit pas tout à fait centré, pas tout à fait cadré comme les autres, comme le reste. Ici aussi une très belle utilisation de la lumière et notamment du lens flare que ça crée sur le côté de l'image. Sa main a l'air totalement recouverte par le lens flare, comme s'il faisait quelque chose de particulièrement beau, magique, ou un truc dans ce genre-là. Ça peut être une bonne façon d'utiliser le cadre pour retranscrire certaines capacités des personnages, ou leur position, ou certains trucs, je sais pas. Puis la contre-plongée laisse soupçonner que c'est un personnage qui va être plutôt puissant, quoi. Et il a une belle lumière qui arrive sur le profil aussi. Donc manifestement, c'est un ennemi de Dev Patel. Dev Patel se fait arrêter ici, et alors le plan passe très vite, mais on remarque qu'il a une combinaison qui est à la fois bleue et jaune. Encore une fois, je vous dis, ces oppositions de couleurs, elles sont assez importantes et marquantes. Vous voyez à quel point le jaune sort de l'image, là. Et le bleu aussi. Surtout dans une ambiance comme ça, un peu tamisée, ça peut être intéressant d'avoir des couleurs très pétantes pour distinguer certains personnages. On voit que les autres personnages, pour le coup, personnages secondaires ou tertiaires, ne ressortent pas du tout autant dans le cadre. Et puis on a à nouveau un joli plan plutôt centré, et donc clairement, apparemment, ce mec est un ennemi qui va lui mettre des bâtons dans les roues, il va lui voler la hache, il va lui voler un truc, il va faire en sorte d'être lui le roi, je sais pas, peut-être un truc dans ce genre-là, et lui aller affronter le démon. Sans doute qu'il va échouer, parce que ça va être à notre héros de le faire. Mais ça me présente un peu plus de l'intrigue du coup. La hache a l'air démesurée par rapport au mec. Le manche est aussi gros que son bras.
Et encore une fois, une grosse présence des lignes verticales, des arbres qui sont derrière, de la brume. La lumière fait un peu générale, je sais pas s'il y a des rehausseurs, des trucs dans ce genre-là, ou si c'est juste la lumière qui rebondit sur le sol de la forêt et tout le bordel. En contre-champ, on a donc ce plan où j'ai dit, je suppose qu'on en a vu une prémonition un peu plus tôt. Il est plus ou moins habillé pareil. On voit que le plan est pas exactement cadré pareil, le plan est beaucoup plus centré, l'arbre est beaucoup plus au milieu, et l'arbre est beaucoup plus droit. Alors que celui d'avant, enfin celui de l'autre plan était plus penché. Donc il y a un truc un petit peu différent. Là du coup pour le faire ressortir par rapport à l'autre, où c'était le fait qu'on ait toutes les lignes verticales et une horizontale au milieu, là oui, pour le faire ressortir, ils utilisent encore une fois ces lignes verticales horizontales, mais il y a aussi simplement la couleur de sa tenue qui a l'air, donc le pantalon blanc et puis la chemise un peu bleue là, qui sont des couleurs qui se retrouvent pas dans cette forêt, donc du coup ça nous attire. Je ne sais pas où est sa cape jaune et son truc bleu qu'il avait en dessous, peut-être qu'ils lui ont volé ou un truc dans ce genre là. Là c'est marrant, ça fait ça jure presque avec le reste du décor, ça fait trop peint, trop moderne, trop lisse. Je sais pas, ça me dérange un peu comme pièce. Mais encore une fois, la lumière est magnifique. La nana qui est en silhouette à nouveau, son visage totalement inaccessible, c'est qui? C'est la reine, qui est éclairée donc par la lumière qui vient de la fenêtre qui est derrière elle, qui projette cette ombre avec ses rayons de lumière très marqués avec la poussière qui est dans l'atmosphère. Ça fait ces très belles lumières sur le sol qui font un petit rebond, enfin qui rebondissent sur le sol et qui du coup lui rapporte un petit rehaussement sur le côté pour qu'on ait quelques détails du visage et que ça assiste la silhouette. Elle, son bleu ressort à fond du décor, qui lui est vert, avec des teintes plutôt rouges. Et quelque chose qui, encore une fois, au niveau de l'association des couleurs, est vachement intéressante, et puis au niveau du travail du noir profond et de la lumière, très joli. Là, vous voyez, on est sans doute plus loin dans le film, parce qu'il a l'air d'être devenu roi, il a la couronne, et il semble beaucoup plus taciturne qu'avant, et du coup, ses yeux disparaissent un petit peu, c'est intéressant de voir ça. Là, on est probablement sur un plan qui prend suite à son arrivée, sa première arrivée qu'on a vue dans la bande-annonce et qui sera probablement la première dans l'histoire. Et c'est à mon avis la première fois qu'on verra vraiment ses yeux. Et donc ça se fait grâce à des petits jeux de reflets parce que vous voyez bien, ses yeux, en majorité, ils sont très très sombres et invisibles. Très joli plan zénital qui fait l'opposition entre le jaune de sa cape ou de son écharpe ou je sais pas, et puis le bleu de sa tenue, mais sa tenue est encore assez claire, le bleu surtout du lac. Et les petites touffes d'herbe qui ressortent, je sais pas, c'est une espèce de marécage, un truc un peu dégueulasse, et il ressort évidemment très bien avec ça, et puis on a ce plan zénital de très très loin, qui donne aussi un côté plus grandiose, plus majestueux, et encore une fois, met toutes ces actions sous une augure divine, une protection divine, dirons-nous, un chemin divin, un truc dans ce genre-là. Et clairement, il va vers quelque chose qui est assez menaçant, parce qu'il quitte la lumière pour aller vers une zone plus sombre dans l'image. Ici, on commence donc à aborder la section géant. Donc lui est filmé en contre-plongée, probablement parce que du coup il a une quête noble, il fait preuve de courage en allant voir ses créatures, et puis on essaie de le grandir un petit peu. Mais du coup, en contraste, quand on passe au plan suivant, où on a un plan qui manifestement va aller vers la contre-plongée, va se lever petit à petit à mesure que lui se lève, et on arrive du coup vers ces géants qui le dominent lui, alors que dans le plan d'avant il dominait. Donc il y a quelque chose qui montre du coup la différence de pouvoir, et ce plan, il est super cool, quoi. Enfin, ce côté ultra brumeux partout, ces géants, etc. Ça en rappellera sans doute à certains Shingeki no Kyojin. Moi, personnellement, j'apprécie pas cette série. Mais là, pour le coup, le plan fait assez magnifique et très, très mystique. Il y a quelque chose d'assez menaçant en plus, avec ce côté très brumeux. Et puis, ils ont l'air d'être limite en pilote automatique. Enfin, ils ont l'air d'être un peu déconnectés, pas tout à fait présents et tout. Donc, quelque chose qui a l'air intéressant avec ces géants. Et aussi leur côté totalement lisse, sans particularité de corps physiologique. Ils ont pas de cheveux, ils ont pas de carrure différente, il n'y en a pas un qui est plus musclé que l'autre, ils ont tous l'air de se ressembler un petit peu. C'est intéressant aussi comme façon de faire, ça fout aussi un peu les boules. Quand tous les membres d'une espèce se ressemblent vraiment énormément, il y a un côté un peu angoissant du coup. Donc là vous voyez, on l'a remis à sa place, le champ contre champ et retour sur champ. D'un seul coup, la caméra est plus en contre-plongée, elle est à hauteur d'homme parce qu'on l'a remis à sa place, il n'est qu'un humain par rapport à ces créatures gigantesques. J'ai pas grand chose à dire de plus que je n'ai déjà dit, lumière un peu naturelle, etc. C'est marrant du coup ce petit familier là qui l'accompagne, je sais pas du coup il va l'accompagner parce que manifestement à un moment il va lui faire un coup de pute, mais il a l'air... Enfin j'aime bien l'idée d'avoir un espèce de petit renard esprit qui t'accompagne comme ça partout, ça a l'air cool. Je sais pas qui c'est exactement, ça a pas l'air d'être Dev Patel, c'est peut-être son ennemi devenu plus vieux, le mec qui l'a attaché à l'arme là, je sais pas. Lui se distingue du coup en étant mis en rapport avec le ciel. Avec la brume, et encore une fois, le reste du décor derrière lui est beaucoup plus clair, moins contrasté, donc du coup, lui, il ressort beaucoup plus, il est plus contrasté, parce que ses couleurs font plus naturelles, plus définies, il n'y a pas de brume devant lui, etc. Mais surtout, la caméra a été mise en contre-plongée pour me filmer un petit peu le ciel,
au lieu d'avoir été mise à hauteur d'homme avec le regard à l'horizon, enfin la ligne d'horizon mise au milieu, qui aurait beaucoup moins permis de distinguer le personnage, voire la ligne d'horizon mise en haut du cadre. Là, pour le coup, avec cette petite contre-plongée, il se distingue parfaitement du reste du décor. C'est probablement un plan qui sera l'iconisé. Ce sera probablement pas comme ça qu'on filmera les dialogues, par exemple, les discussions en général, mais là, pour ce plan-là, ça rend particulièrement bien. Là, du coup, on a un plan qui est très bizarre. Je sais pas quels sont les pouvoirs, du coup, de cette personne. Est-ce que c'est le mec qui lui vole sa hache ou c'est une meuf? J'arrive pas à distinguer, là, dans l'ombre. La lumière, du coup, vient du côté. C'est un peu bizarre parce que tu regardes le sol, là, il y a une masse de montagne qui a l'air d'être à côté d'elle et elle a pas l'air de... Je sais pas si elle est très loin à distance ou si elle est juste à côté d'elle. Elle a l'air d'être plus à côté parce qu'elle a l'air nette. Mais elle projette pas d'ombre sur elle alors que la lumière vient de ce côté de la montagne, donc c'est un peu bizarre pour le coup. C'est peut-être un plan plus mystique, un peu plus barré, notamment avec ce qui arrive aux lumières, aux étoiles derrière. Manifestement, on va voir la rotation de la Terre apparaître, etc. Peut-être, sans doute qu'elle invoque un pouvoir ou qu'elle fait un truc particulier, ou qu'il fait un truc particulier, j'arrive pas à savoir. Travail, vous voyez, des noirs profonds, vraiment quasi partout dans l'image, quoi. Il y a vraiment que cette petite ligne de lumière sur elle et puis un petit éclairage sur le sol pour distinguer son corps du reste de l'environnement. Sinon, on ne voit quasi rien à part son profil. Ah, on a un plan de caméra qui tourne sur lui-même, donc peut-être que c'est ça le truc qu'on a vu, le plan avant où il arrive avec ses trucs dorés là dans le château et que la caméra est à l'envers, peut-être que c'est pour ça. On a un beau jeu du coup sur la ligne d'horizon ici qui sert du coup de centre de rotation et puis on le voit lui arriver progresser plutôt sur cette grande étendue. Son jaune et le reste de sa cape se distinguent vachement par rapport aux pierres qui sont grises et plutôt luisantes et qui prennent pas mal la lumière. Là aussi, encore une fois, un très joli plan qui joue sur la lumière, qui joue sur les silhouettes, et malgré tout, on arrive à voir à peu près tout ce qui se passe. Très 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 belle lumière. Le plan est assez large, sans doute un peu éloigné, peut-être parce que je suppose qu'on doit leur voir voler quelque chose, arracher quelque chose, et la caméra va se reculer petit à petit pour montrer que du coup quelque chose leur est enlevé. Là encore, un travail intéressant, visage éclairé en profil, pièce quasi entièrement dans l'ombre, avec quelques petites sources de lumière qui font des petites lumières dans le coin là. Et je sais pas qui est ce mec. Est-ce que c'est un autre roi? Est-ce que c'est un mec qui va venir avec lui, après lui? Est-ce que c'est le mec qu'on a vu au début avec les marques sous les joues, peut-être, plus jeune? Peut-être un flashback où il parle à l'ancien roi. Et là, pour le coup, limite c'est du Vingdingrefn là. Ce con de Vingdingrefn, avec ses lumières particulièrement néon et tout le bordel. La projection de lumière qui arrive spécifiquement sur le crâne, qui est sous l'eau, la lumière donc teintée en rouge, merci Captain Obvious, et qui distingue parfaitement les contours du crâne, ça rend particulièrement bien. Et là donc, notre dernier plan sur nos géants, avec une contre-plongée absolue, où on crée vraiment un rapport d'échelle, en le montrant du coup lui plein pied sur le sommet d'une montagne. On a à peine le haut de son torse et sa tête, parce qu'il est penché au-dessus du truc. Il y aura un beau rapport d'échelle qui sera intéressant, et qui est, encore une fois, extrêmement rehaussé par cette brume omniprésente et qui marque extrêmement bien les distances. Vous voyez là la petite transition entre la colline et puis le corps du géant, ça marque très très bien la profondeur. Ouh, alors ce plan-là est surprenant parce que c'est un code couleur qu'on n'a quasi pas du tout dans le reste du film. On a du rouge, et puis sinon blanc de chez blanc, quelques lignes de bleu du coup avec son maquillage qui a l'air assez joli aussi, plutôt intéressant. C'est pas du maquillage de base, ils ont essayé de trouver des petits trucs un peu originaux et spécifiques à la culture qu'on voit ici. Le cadre est parfaitement centré encore une fois. Il y a beaucoup de contrastes. Je suppose que ça va être un personnage plutôt positif, ça. Et je viens de remarquer, j'avais pas vu, mais les lignes bleues rejoignent le bleu de ses yeux aussi, donc on a à nouveau une harmonie de couleurs dans le cadre. Très joli, du coup, très beau plan, très contrasté. Vous voyez, du coup, c'est un peu surprenant parce que c'est le plan le plus contrasté du film et le plus lumineux en même temps. Donc ça a presque l'air par accord avec le reste. Bon, là aussi, du coup, je suppose que c'est une vision un peu prophétique ou un truc dans ce genre-là, mais ça rend extrêmement bien. Cette lumière en douche, là, est parfaitement rouge qui arrive sur le dessus, alors qu'il n'y a aucune lumière dans le décor. Ça rend quelque chose de particulièrement beau, et du coup, ajouter le feu au-dessus, ça se marie particulièrement avec le truc. Donc je suppose que c'est une vision de mauvais présage ou un truc dans ce genre-là. Ce plan-là, pour le coup, un tout petit peu décentré, très légèrement, parce qu'il est pas dans une bonne position, là, manifestement, mais on a une ambiance particulièrement verdâtre qui ressort d'un petit peu tout ce qui est autour de lui, là, donc ça fait encore une fois une ambiance qui est particulièrement intéressante. Lumière qui arrive un tout petit peu sur le côté pour dessiner le profil, et puis pour le reste, c'est la lumière ambiante, avec la poussière qui sert à la diffuser un peu partout et à ce qu'elle éclaire un peu sous tous les angles, même si c'est beaucoup moins fort que le reste, que la lumière directe. Ah, ce plan-là... magnifique.
C'est intéressant, des fois t'as l'impression que moins tu utilises ton cadre, plus le plan est joli. Déjà t'as cette toute petite fente au milieu là. Ce jeu sur ce contre-jour avec cette lumière jaune, vraiment jaune qui arrive derrière, et le reste qui est complètement sombre, noir, avec juste quelques feuilles qui accrochent la lumière. Ça, c'est particulièrement beau et poétique comme plan. Ça pourrait être une illustration de bouquin, par exemple, sur un chevalier qui va faire une quête ou un truc dans ce genre-là. C'est magnifique, absolument magnifique. Avec du coup le même, mais beaucoup plus près, mais on garde quand même une importance de l'ombre, des zones d'ombre. Il y a un tiers vertical, pas horizontal. D'habitude, je parle de tiers horizontal. Il y a un tiers vertical qui est noir, l'autre tiers vertical qui est noir, et puis le tiers du milieu, qui est divisé en deux presque, entre très lumineux et jaune, et éclairé en silhouette et sombre. Il a aussi une petite lumière qui arrive un tout petit peu du dessus pour éclairer son visage et remettre un peu de détails dans le visage. Et on montre du coup sa peur avec le fait que ses yeux soient un petit peu moins visibles que le reste. Et puis là, nous avons donc plongé derrière l'épaule de l'ennemi sur notre personnage, qui a à nouveau le visage complètement dans l'ombre, donc il doit être dans une mauvaise situation où il va peut-être sceller un pacte un peu bizarre. La lumière qui arrive derrière lui et qui découpe ses épaules, mais c'est absolument tout. Là, il y a une grande ombre qui est projetée devant lui, et donc cette plongée qui permet de mettre du coup le méchant supérieur à lui, quoi, de faire une menace avec cet angle en plongée. Voilà, c'est fini pour cette petite analyse d'image pour le trailer de The Green Knight. J'espère que ça vous aura plu comme vidéo, et j'espère que vous attendez le film. Moi, personnellement, je l'attends pas mal. Je vous avoue que là, honnêtement, je suis bien vendu. Ça me rappelle, en partie, le Roi Arthur de Guy Ritchie. Et comme vous le savez, j'avais beaucoup aimé le Roi Arthur de Guy Ritchie, et j'ai l'impression de voir à peu près la même chose ici. Mais à nouveau, une bonne version, une version moins divertissement, une version plus auteur que ce qui a été fait avant, quoi. Donc ouais, moi ça m'intéresse énormément, et je guetterai la sortie du film en salle. Du coup, cet été, peut-être aux États-Unis, donc sans doute vers la fin de l'année plutôt chez nous. Mais je vous avoue, j'ai fait une petite liste là de tout ce qui va sortir et de ce que je vais vlogger d'ici à la fin de l'année. Et je sais pas où est-ce qu'ils vont le mettre. J'ai l'impression que tout est à peu près jusqu'à la fin de l'année. Et peut-être le 1er décembre, où il n'y a pas encore grand-chose. Peut-être fin septembre, il pourrait y avoir de la place de libre en fin septembre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous encourage à aller regarder d'autres vidéos de réaction pour avoir des analyses d'images, et regarder les autres vidéos de la chaîne si vous me découvrez avec cette vidéo-là. Prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films. Ciao!